Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tant qu'il y aura du Wi-Fi, spécial business du jeu vidéo, parce que je reçois Levan. Alors, j'ose pas prononcer ton prénom parce qu'il est dur à écrire, c'est Tsarjeveladze, c'est ça? Sarge Veladze, c'est exactement Bon, ça, je l'ai voilà. presque Très bien. bien prononcé. Merci beaucoup d'être là. Merci Julien. On précise que tu es président du syndicat national du jeu vidéo, le SNJV, qui notamment tu es là pour parler des Pégases, mais tu es aussi fondateur de studios de jeux vidéo. Tu en as fondé plusieurs dans le passé, où tu faisais un jeu sur le loup-garou en ligne, c'est ça? Alors, on a fait donc j'ai créé Celsius Online il y a déjà 20 ans et on a fait des jeux. On a fait effectivement, on a opéré Loup-garou en ligne, on a opéré Mutant Genetic Gladiator, c'était un gros jeu également, enfin qui est toujours un gros jeu. Et puis surtout notre gros jeu, notre plus gros jeu, c'était Les Royaumes Renaissants, qui était voilà un jeu avec plusieurs millions de joueurs qu'on a créé dans les années 2000, quand le jeu web était, voilà, C'était la mode du jeu c'était web vraiment à un très l'époque. très 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 grosse mode. Et voilà, donc c'est encore un jeu qui fonctionne très bien. Mais voilà, moi je me suis séparé du studio il y a 2 ans et je recrée un autre là bientôt. Ah, ça Voilà. j'adore. Ça, c'est un passionné. Ah Hop, oui, on se sépare, on refait un autre jeu et on repart avec les nouveaux codes du moment. je sais rien faire d'autre, moi, c'est ça le problème aussi. Ah, Voilà, je fais mais que faire non, des mais jeux non, vidéo. justement, président du SNJV avec les Pégases. Alors c'est simple, on a quoi? Pour le cinéma, on a les Césars, et là, on a les Pégases du jeu vidéo qui récompensent le meilleur du jeu vidéo français. Ça sera le jeudi 5 mars à la Cigale, donc carrément une belle cérémonie dans une belle salle. Et dans cet épisode, on va parler des Pégases. On va parler aussi du jeu vidéo français par rapport au reste du monde. On a entendu beaucoup de choses. Nacon, Ubisoft, le succès de Clair Obscur, le président Macron qui critique le jeu vidéo, on va en parler dans cette émission. Donc ça va être sympa. Donc déjà, les Pégases, le 5 mars, qui récompense le meilleur du jeu vidéo français. Meilleur, alors il y a plein de catégories, hein. Meilleur jeu vidéo, excellence visuelle, excellence narrative, meilleur jeu vidéo indépendant. On est d'accord que c'est Clair Obscur qui gagne tout? Alors, les votes sont terminés. Moi, personnellement, j'ai voté pour Clair Obscur, mais j'ai pas regardé les votes, hein. J'ai pas fait, on a un partenaire qui gère qui gère les votes pour nous. Et on ne sait pas du tout qui va gagner. Alors c'est vrai que objectivement, si quand on ouvre l'enveloppe meilleure bande son, c'est pas Clair Obscur qui gagne, peut-être qu'on risque d'en prendre un coup en termes de réputation au niveau des Pégases. Mais on n'en sait rien. En tout cas, voilà, tout est ouvert. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, c'est pas forcément le Pégase ne récompense pas forcément les meilleurs jeux in abstracto. Je veux dire, moi, quand j'avais parlé à des gens des Césars, quand on avait créé les Pégases au début, on a eu beaucoup de mal à créer les Pégases. Les gens des Césars m'avaient dit, nous les Césars, on ne dit pas qu'on récompense les meilleurs films. C'est les films, c'est les films préférés de la profession. Puisque ce sont les Ah, professionnels qui votent. C'est pareil pour les Pégases. Il y a un vote démocratique des gens qui travaillent dans le secteur. Et enfin voilà, c'est leur jeu préféré. Est-ce que leur jeu préféré, c'est forcément le meilleur jeu? J'en sais rien, ça, ce sera à chacun oui, de et en voir plus, il y a des ce qu'il en pense. catégories. Donc peut-être il y a un jeu qui va exceller dans une Ouais. catégorie, mais ce ne sera pas forcément le meilleur jeu vidéo de l'année. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de prétention à dire, ça c'est la vérité, c'est ce jeu qui est le meilleur. Bon voilà, moi je pense personnellement que le meilleur jeu de l'année en français, c'était Clair Obscur. Mais il y a aussi d'autres très très bons jeux et j'espère qu'on pourra, pendant cette cérémonie, valoriser la diversité de la création audiovisuelle, de création vidéoludique. Donc il y a eu Clair Obscur qui a été un très gros succès. Absolum a été aussi un très gros succès, c'est aussi un jeu extraordinaire. Et on a aussi des jeux, voilà, The Rock Prince of Persia par exemple, Ouais. donc c'est Evil Empire qui fait ça. On a aussi des jeux peut-être plus art et essai, je pense à Wednesdays par exemple. Oui, Enfin, voilà, donc, magnifique, avec des thématiques voilà, importantes qui sont abordées dedans. voilà, Donc donc c'est vrai. il y a vraiment toute une grande diversité des jeux vidéo. Je crois qu'en France, on est l'un des seuls pays, avec les États-Unis, peut-être le Japon aussi, à avoir des très bons compétiteurs dans chacun des domaines. C'est-à-dire qu'on fait des jeux sur PC, on fait des jeux sur mobile, on fait des jeux sur console, on fait des jeux freemium, des jeux premium, des jeux même. C'est les Français qui ont inventé l'hyper casual, Voodoo, donc les jeux Et bien sûr. sur mobile. Donc voilà, donc on a vraiment tout, et donc ce serait dommage de se focaliser que sur un jeu, fut-il à mon avis exceptionnel comme Clair Obscur. Bon, moi j'aurais mis Clair Obscur dans toutes les catégories. Je vois qu'ils sont pas dans toutes les catégories. C'est parce qu'il y a quand même une règle dans Alors, les Pégases. oui, on a mis en place une règle pour éviter pour limiter le nombre de catégories dans lesquelles un jeu concourt. C'est un petit peu comme, enfin, il y a un peu la même chose au Festival de Cannes, par exemple, le Festival de Cannes dans les films, où vous ne pouvez pas avoir statutairement, si vous avez le prix de la Palme d'Or, vous ne pouvez pas avoir le prix de la mise en scène, un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient fait ça après qu'un film des frères Cohen en 90 avait gagné beaucoup de prix. Ils ont mis des règles. Barton Fink, ils avaient mis des Ouais. règles. Nous, on les a mis assez rapidement aussi quand on a eu notre Barton Fink à nous. Là, c'était un jeu d'Azobo, c'était A Plague Tale,
qui a vu énormément de prix. Alors, c'était mérité, le jeu est formidable. D'ailleurs, j'invite tout le monde à y jouer et à l'acheter si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, c'est bien quand même que tout le monde, enfin, qu'il n'y ait pas un seul jeu qui prenne la lumière. Et notamment, voilà, donc, on a donc limité. Donc, par exemple, Clair Obscur ne concourt pas dans la catégorie meilleur jeu indé. Non pas parce qu'on considère que ce n'est pas un jeu indé. Moi, personnellement, je considère que c'est un jeu indé. Après, c'est des débats sans fin, toujours, hein. Mais parce que, bah, voilà, c'est bien aussi de montrer d'autres jeux indés. Et je pense que c'est une bonne chose. Oui, sachant que c'est les studios qui postulent dans les Oui, catégories, ils peuvent pas postuler à plus de 3 ou 4 catégories, c'est ça? c'est ça. Donc du coup, ils ont décidé de pas, C'est postuler ça. dans cette C'est très catégorie-là. bien. Mais je reviens quand même sur la question parce que ça a été, à un moment donné, hein, une polémique. On a dit, est-ce que Clair Obscur est un jeu indépendant ou pas? C'est quoi un jeu indépendant? Pour Je, président du syndicat national du jeu vidéo? Ah bah, c'est très, enfin, je crois que tu as, enfin, dans un épisode de ce podcast, tu avais invité quelqu'un, j'avoue que j'ai plus son nom Thomas en tête. Grelier, on Ouais, avait Thomas parlé de Grelier, ça. là, qui disait, bah, un jeu indé, c'est peut-être un jeu pas triple A, un jeu triple A, c'est 100 millions de budget, bon, ça fait beaucoup de, enfin, en vérité, un jeu indé, on n'a pas de définition, je pense que c'est, enfin, pas de définition précise, je pense que c'est bien comme ça. Vous savez, en linguistique, c'est très compliqué de définir des choses, hein, même définir une table, comment est-ce que vous définissez une table? Est-ce que c'est un truc qui a il y a des pieds? Est-ce que c'est un Ouais, truc... non, mais là, on pourrait dire en fonction du budget, du nombre de Oui, personnes bah, qui travaillent l'idée, dessus. c'est il faut un budget, à mon avis, en dessous de 10 millions, globalement. Alors, avant, on disait un jeu indé, c'est un jeu qui est fait par un studio qui n'a pas d'éditeur. Oui, avant, on On disait on ça. disait ça. Alors, le problème, c'est que... alors, moi, j'étais vraiment dans cette mouvance-là, parce que c'est vrai qu'on a, nous, à Celsius, on n'avait vraiment jamais d'éditeur ni rien. L'éditeur, c'est un peu le mal, quelque part. Aujourd'hui, tout le monde en revient un peu. Les éditeurs, ils servent à quelque chose. C'est un vrai métier. Il ne faut pas du tout être opposés les uns aux autres. Donc là, ils ont un éditeur... On pourrait presque dire que l'éditeur de Clair Obscur, c'est un éditeur indé, d'ailleurs. C'est Kepler Interactive, un éditeur très particulier. C'est un peu entre guillemets, un peu une coopérative. C'est-à-dire qu'il est possédé par plusieurs studios. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça peut être? Parce que du coup, là, j'ai conscience que j'esquive la question. Un jeu indé, c'est un jeu qui est fait par pas beaucoup de personnes, moi, je sais pas, moins de 30, moins de 50, qui est fait peut-être dans un état d'esprit de passionné, et puis avec un budget relativement limité, peut-être moins de 10 millions, moins de 5 millions, peut-être. Alors, si c'est moins de 5 millions, Clair Obscur n'est pas qualifié, parce que Clair Obscur, c'est 6 millions et demi, je crois, de Bon, budget. de justesse, c'est vrai que c'est dommage pour... Ce serait dommage, mais voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'est un jeu indé. Et je comprends ceux qui disent que c'est pas le cas. Voilà, moi, ça me paraît. Il n'y a rien à voir entre ça et enfin, si les jeux AAA c'est 100 millions, on serait très 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 loin. On est un ordre de grandeur en dessous. Donc, Toi, tu es président du syndicat national du jeu vidéo. C'est quoi la mission de ce syndicat? C'est quoi exactement? alors, Pour le le syndicat, public qui ne connaît pas et qui ne travaille pas dans le milieu. oui, alors, effectivement, surtout que c'est un titre un peu ronflant. Le syndicat national du jeu vidéo, ça peut paraître un peu ronflant ou un petit peu ennuyeux. L'idée, c'est que ça regroupe tous les studios, quasiment tous les studios de création en France, les studios de création, les éditeurs, les écoles de jeux vidéo également, des éditeurs aussi de middleware. Donc, il y en a à peu près 95 à 98% de tout le chiffre d'affaires et de tous les salariés du secteur. Donc, on regroupe vraiment le jeu vidéo français, je pense qu'on peut le dire. Et donc, on essaie d'aider, d'avoir une forme d'entraide vis-à-vis de nos entreprises, de nos membres. On a également contribué à créer des éléments de socialisation. Voilà, on est à l'origine avec Gaming du Game Camp, par exemple, qui est vraiment c'est the place to be pour les salariés du secteur. Là, on a plus de 2000 personnes qui sont inscrites déjà pour l'édition de juin prochain. Des choses comme les Pégases. Et puis, on a aussi une activité de, entre guillemets, lobbying. Alors, c'est un peu un gros mot, mais c'est essayer d'évangéliser un peu, de faire comprendre, faire de la pédagogie quand un président de la République, mais je ne donne pas de nom, dit le jeu vidéo, ça rend violent, c'est à cause de ça que les gens plantent leurs professeurs. Essayer d'expliquer calmement que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, voilà, Ouais, c'est protéger les salariés et protéger aussi l'industrie. C'est ça. De manière générale, surtout quand, on va en reparler plus tard, il y a ce genre de polémique. Les Pégases, c'est un peu le baromètre du jeu vidéo français. On voit à peu près ce qui est sorti l'année dernière, parce que c'est tous les jeux de 2025. Si je te demande aujourd'hui, le jeu vidéo français, est-ce qu'il va bien ou pas? Alors, c'est en demi-teinte, hein. Ça, il ne faut pas esquiver. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise, alors une crise mondiale, pas spécifiquement française, au tournant des années 2023, 2024, 2022, 2023, 2024. Donc, avec beaucoup de licenciements, en France comme dans le monde. Peut-être en France moins qu'ailleurs, d'ailleurs, hein, si on regarde les ratios. C'est dû à quoi, ça? Alors c'est intéressant parce que on n'a pas beaucoup de théories là-dessus. Et notamment, même dans les journaux, même des journalistes très sérieux expliquent qu'il y a eu le Covid qui a fait que Oui. les gens ont acheté beaucoup de jeux vidéo. C'était la fête un peu du jeu vidéo. Et que du coup, certains studios ou certains éditeurs, ils se sont fait des
projection sur les gens vont continuer à jouer énormément, sauf qu'il y a eu la reprise du Ouais. travail, on est revenu à nos habitudes habituelles. Oui, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, cette théorie ne tient pas la route du tout. Parce qu'en 2020, quand on a eu 2020-2021, quand on a eu les confinements, etc., mais en fait, concrètement, les chiffres d'affaires n'ont pas augmenté. C'est un mythe. Mais même des chefs d'entreprise dans le jeu vidéo finissent par se raconter cette histoire que Ah ouais? 2020, c'était la fête, c'était extraordinaire, on vendait énormément. Alors, certains jeux cartonnaient. Après, il y a des jeux qui ont cartonné aussi, même qui auraient cartonné sans ça. Animal Crossing, il n'y avait pas besoin de... Bon, les planètes se sont alignées sur C'est Animal sûr, Crossing c'est quand même. sûr. Mais alors, c'est vrai que les gens ont joué plus pendant les confinements, c'est vrai. Donc il y a eu un temps de jeu qui a augmenté. Mais un temps de jeu, c'est une bonne chose. Mais c'est pas pour ça que les gens ont acheté plus. Ils n'avaient pas forcément plus d'argent dans leur porte-monnaie pour acheter plus de jeux. Donc non, il n'y a pas eu, il y a pas eu d'effet Covid autre que psychologique. Et il se trouve que depuis déjà... enfin, les jeux vidéo dans les années 2000 et 2010, c'était très compliqué. Ça faisait partie de l'émission du SNJV d'essayer de faire comprendre à des financiers que si, le jeu vidéo, certes, c'est risqué, on va pas se mentir, ça reste quelque chose de créatif et d'artistique, donc c'est risqué, mais il faut venir, il ne faut pas avoir peur du jeu vidéo. Et à partir de 2018-2019, progressivement, donc quasiment en même temps que le Covid, un petit peu avant, eh bien, les financiers sont commencés à arriver. Et donc c'est une bonne chose, donc on a eu des investissements. On a eu également à ce moment-là Sony, Microsoft qui filaient pas mal de chèques pour les Game Pass, etc. Donc on a eu plus d'investissements, plus d'argent qui a circulé. Ouais, pour que le jeu soit dans le Game Pass Oui, ou pardon. dans les abonnements PlayStation Plus, là, il y a des grands constructeurs comme Xbox ou PlayStation qui payaient les studios Tout à fait. pour avoir l'exclusivité, on va C'est dire. ça. Donc, Comme il y a on eu- peut acquérir l'exclusivité d'une série Netflix, par Ouais. exemple. Et puis, il y a eu des taux d'intérêt qui étaient bas. Je pense que alors, si on veut comprendre la crise du jeu vidéo, alors pardon, je vais ennuyer tout le monde. Non, mais c'est c'est les intéressant. taux d'intérêt. Ouais, ouais. Ça nous concerne, on va dire, pour le public sur Oui. l'achat d'un appartement, par exemple. Alors voilà, mais en fait, ça concerne aussi et surtout, même plus encore, les financiers. Quand les taux d'intérêt sont bas, eh bien, on peut prendre plus de risques. Et donc, les taux d'intérêt étaient très bas. Alors, ils commençaient à remonter en 2019-2020, mais avec le Covid, justement, ils ont à nouveau redescendu. Et donc l'argent est peu cher. Donc, l'argent peu cher, plus on se dit avec le Covid, tiens, mais le jeu vidéo, les gens, c'est sur la carte de plein de gens qui se disent, tiens, mais le jeu vidéo, c'est un truc finalement. Plus le fait que, eh bien, il y avait un état d'esprit qui était plus positif également au niveau des éditeurs et autres, ben, ça fait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé sur le secteur. Alors beaucoup d'argent, quand on fait un métier artistique, bon, ne pas avoir assez d'argent, c'est embêtant. Voire en avoir trop, ça peut être pire encore. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, donc les taux d'intérêt étaient très bas, quand ils ont réaugmenté après les chocs énergétiques, etc., eh bien, donc, ils ont augmenté brutalement. Et là, les financiers se sont dit, mais attendez, oulala, mais attendez, votre histoire de jeu vidéo, là, ça commence à nous faire peur. Là, et en plus, on commence à avoir des jeux qui ne se vendent pas aussi bien que ça, etc. Donc, des financiers qui parfois n'avaient rien à faire sur la place du jeu vidéo, qui sont venus de façon un peu moutonnière, ben, repartent de façon un peu moutonnière aussi. Et coupent des projets, et y compris des bons projets d'ailleurs. Donc voilà, donc on a eu un problème de désorganisation générale, dû à des problèmes financiers surtout. Et ça provoque des licenciements. Ça provoque des licenciements, ça provoque donc des drames personnels très importants qu'on a vécu. Et là, la question, c'est est-ce qu'on est sorti de là? Est-ce qu'on a touché le fond de la piscine? Est-ce qu'on remonte? Et le problème, alors, question toujours très compliquée. Moi, je pense que on n'est pas tous en phase. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont rebondi. Il y a des entreprises qui marchent très très bien aujourd'hui, d'autres même certaines qui montrent la voie, genre Soundfall Interactive, donc Clair Obscur, je pense que ça montre la voie à pas mal de studios indés sur ce qu'il faut faire, sur qu'est-ce qu'il faut mettre au centre du jeu, etc. Donc il y a eu une prise de conscience et une remise en cause, mais eh bien, tout le monde n'a pas forcément touché le fond de la piscine encore, et je pense qu'on aura encore des mauvaises nouvelles en 2026. Voilà, je ne veux pas voir que le verre à moitié plein. Il faut se rappeler quand même que ce problème de taux d'intérêt qui entraîne après derrière des licenciements, ça touche aussi d'autres industries qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Ça peut être l'automobile, ça peut être la finance, ça peut être les nouvelles technologies. On entend régulièrement des vagues de licenciements. La plus grande force du jeu vidéo français dans le monde, c'est quoi? Alors, Avant, on disait on avait la French Touch un petit peu. oui, mais personne ne savait ce que ça voulait dire. C'est vrai. Mais alors, cela dit, c'est un peu comme le jeu indé. C'est-à-dire que la French Touch, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On Ça- était plus dans ça la peut être un peu narration, j'ai marketing. l'impression. Non, on était plus dans la narration, j'ai l'impression. J'ai envie de dire dans la créativité. Enfin, en tout cas, moi quand j'étais gamin, alors je ne sais pas si on disait French Touch dans les années 90, parce que j'étais gamin à ce moment-là, mais c'est vrai que les jeux Cryo, les jeux Ubisoft déjà, etc., les jeux Infogrames, ben voilà, il y avait un truc, on se disait, tiens, ce jeu-là, je ne vois pas d'autres qui soient comme ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'aspect créatif. Aujourd'hui, le jeu vidéo français, et
c'est un truc qu'ils n'avaient pas dans les années 90, c'est qu'il y a une grande diversité. Je pense que la diversité, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des petits studios très créatifs. Il y a des studios, il y a un mastodonte qui est Ubisoft, un mastodonte, une très grande entreprise qui joue un rôle énorme dans l'écosystème. Je pourrais peut-être y revenir. Et puis, on a ce que souvent on n'a pas en France. D'ailleurs, souvent en France, il nous manque des entreprises de taille intermédiaire. Dans plein de domaines, dans la tech, etc. Là, dans le jeu vidéo, on a les Dontnod, on a les Focus, on a les Nacon, on a les... Enfin, là, Quantic Dream. Quantic Dream, bien sûr. Des entreprises qui ne sont pas des multinationales comme Ubisoft, mais qui exportent énormément, qui ont les moyens de leurs ambitions, et qui... voilà. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Donc on a un tissu, un écosystème qui est très, très fort. Moi, je me rappelle quand j'avais été invité par les Uruguayens il y a quelques années. Un écosystème formidable. Les Uruguayens, il y a un écosystème, enfin, il y a des studios indés formidables. C'est un tout petit pays. En termes de population, c'est à peu près la Finlande. Donc, ils ont énormément de studios de petite taille qui sont très actifs, etc. Mais ils me disaient, il nous manque quelque chose. Il nous manque un Ubisoft. Oui, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça, C'est vrai. qui sert de catalyseur, qui sert à avoir aussi plus d'ambition sur des prods, etc. Et voilà, ça ne suffit pas d'avoir que des petits indés. Alors moi, j'ai toujours représenté les indés. Je me considère comme patron de studio indé. Et j'ai toujours voulu représenter les petits studios au sein du SNJV. Mais il faut bien voir que le fait d'avoir des studios de taille moyenne et grande, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très fort aussi. Oui. Donc les soucis qu'ont traversé Ubisoft, par exemple, ça nous inquiète tous. Voilà, je pense que c'est quelque chose on doit vraiment être conscient de la chance qu'on a aussi d'avoir ce tissu-là. Alors, Ubisoft, on rappelle, fierté française, fierté européenne même, hein, parce que moi, je me souviens des grandes années où on faisait l'E3, qui était le plus grand salon de jeux vidéo au monde, qui se déroulait chaque année à Los Angeles en juin. Ubisoft, fierté française, européenne, faisait sa conférence pour annoncer ses jeux au même titre que PlayStation, Nintendo, Xbox, Bethesda à l'époque, ou encore Activision Blizzard. Donc c'était vraiment voilà, une démonstration de force colossale. Là, le Ubisoft, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est une société qui est en crise pour toi ou pas? Alors, c'est une société mais là vraiment à l'image de tout le secteur, qui est, comment dire, est défiée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en cause, il faut se remettre en cause. Et c'est pas vrai que pour Ubisoft, mais c'est vrai que quand on est un énorme paquebot, c'est plus difficile de tourner que quand on est un petit hors-bord, ça c'est sûr. Après, Ubisoft, c'est une entreprise qui est habituée à ça. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, enfin disons il y a 15 ans, plein de gens disaient Ubisoft, c'est terrible, ça va pas bien, le cours de bourse est ceci ou cela, et ils se sont réinventés complètement. Donc moi, je pense qu'on peut avoir confiance quand même dans leur capacité de rebond, en tout cas qu'ils ont prouvé par le passé. Voilà, et donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est une fierté européenne, c'est pas que français, tout à fait. Et voilà, mais je pense pas du tout que... Alors déjà, la crise touche tout le monde, hein. Ubisoft, comme les autres mastodontes du secteur, est touché par ça. On verra Rockstar, c'est un profil très différent, mais on verra Rockstar à la fin 2026, peut-être 2027, je sais plus exactement. Ça sort à la fin de l'année, normalement. 19 novembre, si tout va bien. Si On ça verra bien. sort. Non, Mais normalement, ça sort a Voilà. priori. Mais donc voilà, donc ça c'est formidable aussi d'avoir ce genre de locomotive. Alors, on les a pas en France, mais voilà, ça participe de la diversité du secteur. Voilà, tous sont impactés, enfin tous sont frappés, Ouais, mais tous ne mourront pas Ubisoft qui forcément. va pas bien, est-ce que ça fragilise le jeu vidéo français, l'industrie en elle-même? Bien sûr, bien C'est sûr, mauvais ça. bien sûr. Non, bien sûr. On est dans une phase de fragilisation, voilà, mais qui touche tous les pays. Donc c'est pas que la France, quoi. Après, c'est vrai, moi, je pense que Ubisoft, c'est une période difficile. Ils vont se restructurer et ils vont revenir plus forts que ce qu'ils ont été auparavant. Et c'est vrai, l'histoire du jeu vidéo l'a souvent prouvé. En général, quand un éditeur va pas très bien à un moment donné, quand il est bien structuré, derrière, il revient et il revient plus fort. Clair Obscur, succès mondial, élu au Game Awards meilleur jeu vidéo de l'année. Les ventes sont au rendez-vous. C'est un jeu avec une direction artistique un peu disruptive, une direction artistique française assumée en plus. On pourrait dire, il y a eu une année, on a eu un jeu asiatique à cartonner qui était Black Myth Wukong. Oui. C'est un peu le Black Myth Wukong français, j'ai l'impression. Ah, c'est intéressant comme analogie, comme analogie. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ils ont voulu faire un jeu français, enfin, en tout cas avec des éléments français, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et moi, alors après, chacun a son interprétation du succès du jeu. Moi, personnellement, ce qui m'a énormément impressionné dans le jeu, c'est que
Alors que j'étais pas forcément, un client de ce genre de jeu. Moi, quand on m'a dit l'année dernière, on m'a dit: «Il y a un studio à Montpellier», alors qui était déjà, adhérent du SNJV qui est en train de faire un jeu, c'est extraordinaire, tu vas voir, ça va cartonner. J'ai dit: «Chouette, c'est cool, c'est bien» et on m'a dit: «Ah, c'est un JRPG». Oh merde, JRPG, ça T'aimes m'emmerde. pas ça? Ça m'emmerde légèrement, quoi. Moi aussi, j'aime pas ça. Voilà, bon, après, c'est de notre faute, hein. Je pense qu'on doit avoir tort de ne pas aimer Mmh. ça, genre. Et donc j'y joue, bon, évidemment, et en fait, non, c'est pas que un J alors c'est un JRPG, bien sûr, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est la première heure de jeu, où on a non pas la technique, les graphismes ou autres, au centre, même pas la musique, on a l'émotion au centre du jeu. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné et j'ai pas beaucoup d'exemples de jeux où je me dis: «Bah oui, c'est l'émotion qui est au cœur du truc». Voilà, Pour toi, ça symbolise une nouvelle génération de studios français. Il y a des gens qui vont essayer de s'inspirer justement de ça. Ça va redéfinir les codes. Il y a une sorte de nouvelle vague peut-être à venir là-dessus, comme on a pu connaître dans le cinéma dans les années 60. Mais oui, il y a un truc. Alors après, évidemment, l'idée, c'est, à mon avis, l'idée, c'est pas de se dire, bah, il faut faire des MeToo, il faut faire des jeux, des JRPG au tour par tour. Enfin, peut-être certains peuvent essayer. Je pense que ce serait pas, à mon avis, le bon choix. En revanche, se dire, voilà, comment est-ce qu'on va à l'essentiel? Et l'essentiel, souvent, c'est l'émotion, c'est l'expérience utilisateur, c'est voilà, les promesses qu'on fait. C'est-à-dire que concrètement, ce jeu clair-obscur fait une promesse aux joueurs très claire, donc et assez incroyable, et ensuite il la respecte cette promesse. Et voilà. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut qu'on arrive à faire dans le jeu vidéo? Et avec évidemment les questions de la technique derrière, ils utilisent Unreal 5 par exemple. Bon voilà, utiliser les bons outils au bon endroit, au bon moment, pour faire exactement ce qu'on veut. Voilà, je pense que, alors, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas vraiment une recette très facile à appliquer pour faire un succès, mais je pense qu'il nous montre la voie. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que Sandfall nous montre la voie sur une façon de faire des jeux. Et il n'y aura pas que celle-là, bien sûr, mais c'est une façon de faire des jeux, une façon de se réinventer. Évidemment, quand on est un petit studio, Ubisoft, ça n'a pas de sens de dire Ubisoft doit s'inspirer de Sandfall. Pas du tout. C'est des ordres de grandeur et les enjeux sont beaucoup, beaucoup plus grands. Mais c'est des anciens d'Ubisoft. Ça aurait pu être un jeu. Alors, Ça aurait pu être un jeu Ubisoft, certains disent. en France, quasiment tout le monde est un ancien d'Ubisoft. Oui, c'est vrai qu'ils emploient tellement de monde qu'au Je ne sais final. plus qui me disait que l'autre jour que Ubisoft, c'est un peu la grande école du jeu vidéo français. Alors moi, c'est une école que j'ai pas faite du coup, parce que moi, je suis jamais allé à Ubisoft, j'ai jamais été lié avec Ubisoft par n'importe quel contrat ni rien. Enfin, je suis complètement indépendant d'Ubisoft. Mais voilà, quand on regarde Amplitude, par exemple, un studio extraordinaire, bah, c'est fondé par des anciens d'Ubisoft, donc Sandfall aussi. Enfin voilà, c'est vraiment c'est l'une des grandes forces d'Ubisoft, hein, l'un des grands intérêts pour nous, pour le jeu vidéo français, c'est que ça essaime aussi, quoi. C'est que, voilà, il y a des pratiques d'Ubisoft qui sont appliquées, parfois qui sont critiquées. Et on dit, ah, mais chez Ubisoft, c'était comme ça, ben, je vais faire différemment, Tout je vais à faire fait. un peu différent. Ça, c'est une très grande force. Tu le disais tout à l'heure, le développement d'un jeu vidéo, ça coûte cher. On a dit Clair Obscur, c'est 6,5 millions par exemple. Donc, les investisseurs est une part importante dans la création d'un jeu vidéo. Le succès d'un Clair Obscur aujourd'hui, est-ce que ça peut aider le jeu vidéo français et séduire des investisseurs en leur disant ouais, regardez, Clair Obscur, ça a cartonné, on peut faire le nouveau Clair Obscur de 2026-2027. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Les investisseurs dont on parle, alors il y a beaucoup d'investisseurs différents. On peut parler d'un investisseur en parlant d'un éditeur, ou d'un éditeur plus ou moins grand public, ou plus ou moins dans tel ou tel secteur. Et on peut parler des prêteurs, on peut parler des fonds, etc. Donc ça, c'est des gens très différents. Parfois, certains fonds, ils regardent les cours de bourse, ils regardent ce que les gens disent, et le fait que Clair Obscur soit, voilà, ça se vend, il y a un truc, les gens se disent, voilà, c'est un peu basique, parce que, mais ils se disent, voilà, bah, du coup, ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors évidemment, l'arbre clair-obscur ne doit pas cacher la forêt, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle le biais du survivant. Se dire, voilà, ben, tous les gens qui sont à Montpellier et qui sont indés ont des succès. Non, Oui, c'est sûr. Alors cela dit, il y en a beaucoup d'indés et beaucoup à Montpellier qui ont un succès extraordinaire. Il doit se passer un truc dans cette ville. C'est vrai que Montpellier, c'est une ville de jeux vidéo, c'est une ville de quand jeux même. vidéo. Bien sûr, il y a vraiment tout un truc. Mais voilà, il faut aussi bien voir ceux qui galèrent aussi, des indés parfois qui n'ont pas les fonds qu'il faut, parfois qui les ont, qui n'arrivent pas à rencontrer leur public. Il y a quelque chose, il y a une alchimie, ça relève, alors certains diraient de la chance ou de la grâce divine, je ne sais pas. Enfin, il y a un truc, voilà, ça ne se met pas en équation forcément. Alors ça il ne faut pas le répéter, hein, ça reste entre nous. Bien sûr. Il ne faut pas que les fonds et les investisseurs l'apprennent. Donc on coupera au montage, bien sûr. On coupera. On coupera, bien sûr, bien sûr.
Mais voilà, il y a une part de magie, il y a une part de trucs qui rentrent pas dans les équations. Tous les gens qui ont fait les gens du marketing bien habillés, etc., qui viennent vous dire, moi j'ai trouvé le secret, la recette pour faire un jeu qui va cartonner tout le temps. Bon, ils y croient pas eux-mêmes en général. D'accord. Et ils ont raison de pas y croire. On parlait d'Ubisoft. Ubisoft, ils font toutes sortes de jeux, mais ils sont connus quand même pour faire des jeux triple A, c'est-à-dire des gros jeux ambitieux, à gros budget. On peut citer Assassin's Creed, on peut citer le dernier Star Wars Outlaws, qui sont de très bons jeux. Moi, j'y Ouais. ai joué, j'ai adoré ces jeux-là, mais c'est pas des jeux qui ont rencontré les ventes estimées. C'est-à-dire qu'ils sont bien vendus, mais ils ne sont pas assez vendus pour être des succès, des succès commerciaux rentables. Euh, Alors qu'à l'inverse, un jeu à petit budget, Clair Obscur a cartonné. Est-ce que c'est la fin des jeux triple A dans l'industrie du jeu vidéo de manière générale? Alors déjà, c'est important de noter que Ubisoft fait aussi des petits, enfin, a pu faire aussi des jeux indépendants. Je pense à Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Alors, je crois Magnifique ils jeu. ont fait un partenariat. Enfin, c'était Old Skull Games aussi qui a fait, je crois, le truc. Je sais plus. Euh, Extraordinaire ce jeu, je l'ai adoré moi. oui, c'est un jeu formidable. Voilà, et là, c'est pas un triple A, c'est pas un jeu qui a coûté 100 millions, etc. Donc c'est voilà, Ubisoft sait faire différentes choses. Après, est-ce que c'est la fin des triple A? Moi, je ne crois pas du tout. On a l'impression Alors, quand même que le public maintenant se délaisse des jeux à gros budget et va voir plus des innovations, des jeux disruptifs, des nouvelles émotions. bah, moi, en tant que joueur, effectivement, je joue que à ce genre de jeu. J'ai pas joué au dernier Assassin's Creed, par exemple, Shadows, qui paraît-il est très bien, hein. Qui est un très bon Alors, jeu. Assassin's Creed, par ailleurs, c'est une série qui a révolutionné, enfin, qui a apporté énormément aux jeux vidéo de façon générale. Donc voilà, donc moi, j'ai plutôt une optique pro, jeu indé, petits jeux, etc. Mais est-ce que les jeux AAA sont terminés? Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine, on n'est pas complètement certain, mais on verra bien le jeu GTA. Voilà. Aujourd'hui, ce serait pas très malin aujourd'hui de dire les jeux AAA c'est terminé Et ouais. et dans un an avoir un jeu qui va faire peut-être 2 ou 3 milliards en 24 heures ou moins. Donc voilà, donc je pense que non, c'est pas terminé. Mais c'est cyclique. Et c'est pareil dans le cinéma. Dans le cinéma, tous les 20 ans, on vous explique que le Hollywood c'est terminé, que maintenant c'est les indés, etc. Donc bah, je préfère Jim Jarmusch aux grosses machines, mais c'est cyclique. Il y a des allers-retours. Hollywood a réinventé du coup les films de super-héros. Bon, ça m'emmerde complètement, mais il y a un public. Et il y a eu des grandes périodes d'Hollywood. Et on peut avoir les deux en même temps, bien sûr. On peut avoir aussi des grands films ou des grands jeux qui sont en même temps des grandes œuvres culturelles. Tu parlais d'Assassin's Creed, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas les opposer. C'est un peu ce que je viens de faire, donc, mais c'est une erreur. Il ne faut pas opposer la culture populaire et la culture artistique. C'est complètement faux. Les deux vont de pair. D'ailleurs, le terme pop culture, qui t'est cher, je crois, d'ailleurs, Oui, j'aime Julien. bien moi ça. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut caractériser le jeu vidéo. C'est d'abord de la pop culture. Et comme l'est le cinéma. Dans les années 50, Hitchcock, par exemple, c'était considéré par les sachants comme le maître du suspense. C'était un truc, c'est pas vraiment de l'art, etc. Et puis il a fallu des gens, d'ailleurs des Français, des critiques français, pour expliquer que non, c'est pas parce que c'est populaire que ça peut pas être aussi artistique, enfin voilà, avoir une valeur extrêmement forte. C'est Ouais. pareil pour le jeu vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, Hitchcock est étudié dans les écoles de cinéma. Bien Donc sûr, bien voilà, sûr. c'est quelque chose de très important. Et dans 30 ans, on parlera de clair obscur, peut-être alors, aujourd'hui, on parle de Hitchcock, parfois de façon un petit peu guindée aussi. Voilà. Et peut-être que dans 20 ou 30 ans, on parlera de clair obscur, en accrochant on fera des cocktails mondains, leurs trucs, les artworks seront accrochés au mur, et ce sera peut-être un petit peu guindé. Et il faudra revenir à la pop culture et dépoussiérer tout ça, peut-être. Donc voilà, les choses vont évoluer très vite. Le jeu vidéo français par rapport au reste du monde, je pense par rapport aux États-Unis, par rapport au Royaume-Uni qui est plus proche de nous, ou encore par rapport à l'Asie, sachant que l'Asie avant c'était plutôt le Japon, et j'ai l'impression que plus ça va, ça devient aussi la Chine, ça devient aussi la Corée, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'acteurs, enfin de pays qui émergent dans le jeu vidéo qu'auparavant. La France, elle en est où là? Alors déjà, effectivement, c'est depuis pas mal de temps maintenant un phénomène entièrement mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de territoire. Alors l'Afrique, peut-être, il y a encore de la croissance à aller chercher, mais il y a des studios africains, il y a enfin, je dis On a africains. eu un jeu africain là, il n'y a Oui, pas il y a longtemps. il y en a eu plusieurs, et des jeux africains de Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose que d'Afrique du Sud. Enfin, il y a vraiment, aujourd'hui, c'est mondial. Il n'y a vraiment pas de doute. Et d'ailleurs, très souvent, des études montrent que très souvent, c'est dans leur marché local que les jeux marchent le mieux. Black Myth Wukong, par exemple, c'est un énorme carton en Chine aussi. Aussi à l'export, mais en Chine, c'est vraiment un énorme carton. Et d'ailleurs, Clair Obscur, alors j'ai pas les chiffres, mais enfin, voilà, que Clair Obscur marche, enfin, encore mieux en France qu'ailleurs. Donc voilà, Ah, c'est quelque part, intéressant. c'est mondialisé, mais ça ne veut pas dire que c'est
tout le monde pareil. C'est pas uniforme. Ouais, Donc il y ça, a c'est un très côté intéressant. chauvin, en fait, à chaque fois. Alors, ou alors Les non, Chinois ont préféré, ils étaient dans la mythologie bah, chinoise, ils ont aimé Black c'est Myth ça. Wukong, les Français aiment bien Clair Obscur. Ça leur parlait d'avoir un jeu qui parlait de la mythologie chinoise de façon un peu précise. Enfin, j'imagine, moi j'avoue que je connais très peu, à part Black Myth Wukong, je connais très peu la mythologie chinoise. Mais ce que les gens en disent, c'est que c'était précis, il y avait quelque chose de renseigné. Et que bah, quand on est chinois, c'est plus facile de faire un jeu qui parle plus à des Chinois. C'est peut-être Bien ça sûr, aussi. bien sûr. Alors, donc il y a, il y a, il y a il y a évidemment quelque chose d'universel, d'universaliste. GTA 6 se vendra partout. Mais peut-être préférentiellement en Amérique du Nord qu'ailleurs. Voilà. Et Donc, la France, on en est où par rapport aux autres pays? On est bien, on n'est pas bien, alors, on est moi, je comment? pense qu'on est mieux que la moyenne, notamment pour, entre guillemets, la taille du pays. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le jeu vidéo français, il devrait pouvoir avoir pour ambition d'être le premier pays en Europe. Ok. Alors aujourd'hui, on est un peu au coude à coude avec donc, les Anglais, les Allemands également. Sur certains secteurs, ça peut être les Finlandais. Les Finlandais sont très très forts en jeux mobiles, avec Supercell, avec Les Italiens en jeu de avec Roblox. course aussi, C'est ça. il y en a certains qui sont Oui, bons alors en jeux de course en France, on est bon aussi. Hein. On est bon Avec aussi, c'est vrai, ouais. Kiloton, avec Ouais, ouais. Ivory Tower. Enfin, donc voilà, l'idée c'est que on a des secteurs dans lesquels on surperforme, comme on dit. Enfin, on est vraiment. Mais je pense que là encore, c'est une force de la France, c'est qu'on est présent partout, vraiment dans tous les secteurs. Et encore une fois, par exemple, sur le jeu mobile, on a quand même eu l'hyper casual, ça a été inventé par des Français. Vaudou, ouais, c'est Voodoo. vrai. C'est-à-dire que c'était tout le monde, dans le domaine du jeu mobile, tout le monde disait qu'il fallait avoir des jeux de plus en plus complexes et avec ce qu'on appelle des revenus par utilisateur de plus en plus grands, etc. Et ils ont dit, bah, on va faire le contraire, on va faire exactement le contraire. Ils ont découvert un nouveau continent, ils ont inventé un nouveau style. Enfin, voilà, donc en France, on a, et alors, de façon générale, en France, je pense que notre force, c'est d'être très créatif. Voilà. D'arriver à trouver des trucs. Et c'est ça le jeu vidéo aussi, c'est arriver à trouver des trucs, des nouvelles façons, des nouveaux gameplays, etc. Clair Obscur en fait partie, mais pas que, je veux dire. Voilà, Dead Cells avait été un énorme succès aussi, donc de Motion Twin. Voilà, c'est assez facile de trouver plein d'exemples de jeux qui ont innové dans leur secteur. Et on est capable de créer un deuxième Ubisoft. Moi, je vois dans d'autres pays, il y en a beaucoup des éditeurs. On peut citer notamment Bandai Namco, Capcom, Konami. Nous, est-ce qu'on est capable de créer un deuxième Ubisoft en France? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises de jeux vidéo qui se sont créées ces 15 dernières années? Alors, si on met à part la Chine, c'est un peu particulier. Peu, finalement, peu. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'idée, ça soit de se dire, et notamment au niveau des pouvoirs publics, se dire, bah, tiens, il faut arriver à créer un autre champion, un deuxième champion. Je pense que l'idée, c'est de se dire, il faut que l'écosystème en général aille mieux. Et après, on verra comment ça évoluera. Mais je veux dire, c'est pas. Voilà. J'ai dit qu'effectivement, c'était très bien qu'on ait un champion. Ça, c'est une force. Maintenant, pas oublier aussi l'autre élément dans cette tension, qui est qu'il faut aussi qu'on ait des studios indés qui soient forts, des nouveaux entrants qui soient forts, des créatifs. Voilà. Il faut qu'on muscle ça aussi, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, le point de vigilance. Alors, Clair Obscur, ils ont été récompensés il y a quelques jours par le président. Ils ont reçu la Légion d'honneur. Et après, il y a eu un fait divers. Et dans l'après-midi, après avoir donné une récompense, le président Emmanuel Macron a commencé à critiquer le jeu vidéo en disant que c'était violent. Juste un petit truc. En fait, ils ont pas reçu la Légion d'honneur, enfin, du moins, pas à ma connaissance, ils ont reçu La Légion de Chevalier des Arts et des Lettres. des Arts et des Lettres. Ouais, des Arts et des Lettres. Et tout à c'est fait. très intéressant parce que, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est la ministre de la Culture en personne qui leur a remis, donc Rachida Dati. Et je crois que c'est une idée qui vient d'elle ou de son cabinet, c'était de récompenser, enfin de remettre cette récompense à cette médaille, non pas au seul créateur de l'entreprise, mais à tous les salariés. C'est beau. Et ça, c'est une très bonne idée. Et je pense que c'est. Donc, il y a eu 28, j'y étais à ce moment-là, il y avait 28 ou 29, tous les salariés et les freelances aussi étaient récompensés. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment un très, très beau symbole. Parce qu'effectivement, un jeu vidéo, quoique, alors évidemment, les créateurs, les créateurs du studio ont eu la vista, la passion, donc il faut leur rendre hommage. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qu'on fait à plusieurs, forcément. Oui, bien sûr. Ça, c'est très bien. Alors, c'est vrai aussi du cinéma, tu vas me dire. Mais concrètement, on voit pas. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de tout le cast d'un film, y compris et surtout les ingénieurs, les techniciens et techniciennes, voilà, qui le méritent pourtant, voilà, qui sont mis en avant. Donc là, dans le jeu vidéo, ça a été fait pour la première fois. Donc ça, c'était très chouette. Donc je veux pas remettre en cause ça. Ça, c'est très bien que. Ça, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais grand écart dans la journée avec, soi-disant, le jeu vidéo rend violent. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors,
Je pense que le président de la République est mal conseillé. Je pense que c'est effectivement. Alors, souvent, les conseillers des ministres ou des présidents sont des gens vraiment de très, très haute stature intellectuelle, vraiment des gens qui tiennent l'État. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Moi, je viens d'en rencontrer beaucoup. C'est vraiment des gens qui forcent l'admiration. Là, je pense qu'ils sont un peu loupés. Voilà, ils ont pas donné les bons. Ils ont pas fait les bonnes fiches. Je ne sais pas exactement. Euh, Il va lancer une étude alors, pour voir ça- et vérifier si le jeu vidéo est alors, violent. ça- bon, j'avais qualifié ça de grotesque sur France Info. Euh, Déjà, concrètement, le consensus scientifique dans ce domaine, c'est de dire qu'il n'y a pas de causalité, même de corrélation, entre le fait d'être violent, d'avoir des comportements violents, et le fait de jouer à des jeux vidéo, fussent-ils violents. Ça a été c'est un prouvé fait. scientifiquement. Voilà. Voilà, enfin, toutes les études disent une absence de corrélation. C'est Voilà. toujours très compliqué de montrer qu'une absence de corrélation est définitive. Mais ça, c'est le principe des sciences. Vous pourrez toujours trouver un géologue qui va vous dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Vous pourrez toujours en trouver un. Donc, j'imagine qu'on peut trouver aussi un psychologue qui va dire que le jeu vidéo, on n'est pas sûr, machin. Bon, mais le consensus scientifique, c'est que la grande masse des scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas de corrélation. Et d'ailleurs, ça, c'est pas comme si le jeu vidéo était tout récent. On a quand même les jeunes dans les années 2000, on jouait à Tekken et à Call of ou à Unreal Tournament, très grand, et on plantait pas nos profs. Complètement. Donc, Et moi, j'ai on le joué à sait. tous les Mario, je les ai tous finis. Je suis pas devenu plombier, je porte pas la moustache. Mais voilà, Donc, comme quoi, voilà, ça nous influence voilà, pas vraiment. ça nous influence pas du tout. Et voilà, donc c'est. Mais pourtant, le président va lancer une nouvelle étude Alors, c'est avec pas- Rachida Dati qui va la piloter, je crois. Alors, je crois, alors si j'ai bien suivi, c'est le Conseil du numérique, qui s'appelle maintenant Conseil de l'IA et du numérique, qui va se saisir de ça et qui va rendre une étude en 2 mois. Bon, autant dire qu'en 2 mois, on ne fait pas une étude scientifique. Donc, Ok. ils vont juste compiler probablement les études et ils vont dire, bah, voilà l'état de. Enfin, on aurait pu s'épargner. Enfin, il faut dire, Monsieur le Président, voici l'état des lieux. On aurait pu s'épargner ça. Google marchait très bien aussi pour ça, ou ChatGPT, bref. Donc, je pense que ça n'a pas grand sens. Et alors après, moi, ce que je constate, c'est que le débat dévie. Du coup, les gens disent ah oui, mais le problème, c'est que le jeu vidéo, ça rend bête, c'est pas intelligent, etc. Alors déjà, c'est très différent parce que, enfin, on partait quand même. Pourquoi est-ce que le président de la République a parlé de ça? C'est parce qu'il avait été interpellé à la suite d'un fait divers très grave, effectivement, donc un prof qui se fait poignarder, donc quelque chose qui est effectivement terrible. Enfin, une personne disait oui, c'est à cause des jeux vidéo. Une personne qui était émotivement impliquée là-dedans, donc on peut tout à fait le comprendre. C'est pas du tout quelque chose d'invraisemblable. Bon, voilà. Maintenant, le rôle du politique, c'est aussi de faire la part des choses, à mon avis. Bien sûr. Alors que c'est un problème plus sociétal que le jeu vidéo qui est pointé du doigt, parce que bon, j'imagine que les jeunes, ils consomment du jeu vidéo, des films, des séries télé. Bien sûr. Ils ont accès à toutes sortes de choses dans la pop culture et au-delà même. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, moi, quand je rencontre des psychologues qui me disent, qui me parlent de jeunes, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de comportement inadaptés avec les jeux vidéo, des comportements problématiques vis-à-vis des jeux vidéo, par exemple, qui jouent aux jeux vidéo toute la nuit, et qui du coup en cours sont pas bien. Enfin, le jeu vidéo peut entrer comme un facteur là, dans des problèmes. À chaque fois, les psychologues me disent, mais en fait, il y a des problèmes sous-jacents, familiaux, etc. Et souvent, d'ailleurs, le jeu vidéo sert de béquille. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est. Enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut porter un jugement scientifique, précis, nuancé. Le jeu vidéo, ça va pas résoudre les problèmes. Quand vous avez des problèmes, le jeu vidéo, il va pas résoudre vos problèmes psychologiques. Mais c'est pas à cause du jeu vidéo que vous en avez. Voilà, ça, je pense que c'est important de le dire. S'il y a un parent inquiet qui regarde là, tu lui dirais quoi par rapport aux jeux vidéo? Alors, déjà, il faut savoir pourquoi il est inquiet. Souvent, le problème des parents, c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise. Et là encore, je pense qu'il faut être très compréhensif. Nous, quand on était gamin, dans les années 80-90, il y avait la télé, par exemple. Ouais. Et alors, la télé, c'était pareil, on en parlait avec autant d'inquiétude. C'était complètement. la télé, ça rend idiot, ça rend violent, etc. Et le Club Dorothée, on regardait Ken le Survivant, et Exactement. c'était beaucoup plus violent que Call of Duty aujourd'hui. Complètement. Bon, ça va, ça n'est pas trop mal sorti. Mais voilà, je crois que c'est Ségolène Royal qui était très très en pointe contre ça. Bref, ça date pas d'aujourd'hui. Mais la télévision, il y avait une grande différence. C'est que les parents, quand ils en avaient marre, à tort ou à raison, ils pouvaient dire la télé, on l'éteint. Souvent, la télé, elle était dans une pièce commune. Les gens n'avaient pas, les gamins n'avaient pas la télé dans leur chambre. Donc, c'était va file dans ta chambre, ou alors on débranche la télé, et c'est facile pour le parent de dire hop, on éteint, paf. Aujourd'hui, éteindre les écrans, encore une fois, à tort ou à raison, mais en même temps, c'est le parent qui décide comment est-ce qu'il élève ses enfants.
le parent qui veut éteindre les écrans, bah, souvent c'est compliqué, surtout quand on a un parent quand on est un parent qui n'est pas très versé dans la tech ou dans la pop culture, c'est compliqué. Donc il faut aider et voir comment est-ce qu'on peut utiliser les logiciels de contrôle parental, ce genre de trucs, qui maintenant marchent bien. Quand vous avez une PS5 ou une Nintendo, etc., bon, bah, le contrôle parental, il marche très bien. Oui, c'est C'est-à-dire vrai, que ça suffit. vous Et voyez il le y a les truc. PEGI aussi, il faut Oui, rappeler, les recommandations à la vente. Et si on est parent, bah voilà, on va pas mettre son enfant sur Call of Duty alors qu'il a peut-être 9 ans ou voilà, 8 ans. tout à fait. Donc voilà, donc il faut effectivement se battre contre les stéréotypes et l'idée que le jeu vidéo, ça rend bête et violent. Après, il faut aussi comprendre. Il ne faut pas être juste dans le rejet, dans dire voilà, les gens qui ne laissent pas jouer leurs gamins, c'est des abrutis. Pas du tout. Il faut vraiment comprendre. C'est très compliqué pour plein de parents, alors, de gamins aussi. Alors, il y a les jeux vidéo, c'est encore, évidemment, les réseaux sociaux, c'est encore très compliqué. Je veux dire, voilà, ne faisons pas comme si tout était simple. Maintenant, il faut qu'on simplifie les choses et qu'on y accompagne les parents. Et notamment, par exemple, je pense qu'il y a encore des parents qui ne savent pas exactement. On parle de contrôle parental, ça nous paraît évident, mais il y a plein de parents pour lesquels ce n'est pas évident du tout. Ils connaissent pas, Et oui. donc, il faut faire des campagnes. Alors, enfin, il y en a eu quand même, mais il faudrait peut-être en faire plus. Des campagnes pour expliquer comment on fait pour utiliser le contrôle parental sur les téléphones, sur les écrans, sur les machins. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à faire, mais vraiment dans le respect et sans stigmatiser ni les parents, ni les politiciens qui parfois sont un peu inquiets, ils ont le droit d'être inquiets, et ni évidemment les jeux vidéo ou les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Mais les politiciens, justement, ils comprennent le jeu vidéo? Ils aident le jeu vidéo? Parce que je sais qu'il y a des aides, des crédits d'impôt, ce genre de choses. Alors, déjà, ils comprennent de plus en plus. C'est vrai qu'avant, je suis président du CNCJV depuis à peu près 10 ans. Avant, j'étais vice-président. Je crois qu'il y a encore 10 ou 15 ans, quand on allait voir des politiciens, toujours ils nous disaient alors moi, je joue pas aux jeux vidéo. Moi, je joue pas aux jeux vidéo. C'est comme si c'était une évidence. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais j'ai des petits-enfants. Ah, Et donc, je connais un petit peu. ouais, maintenant ça a changé quand même. Ça a beaucoup changé, parce qu'il y a eu un renouvellement aussi des générations. Donc, des gens qui nous disent si, moi, je connais le jeu vidéo. Alors, ils ne sont pas forcément tous pour le jeu vidéo. Et d'ailleurs, on ne leur demande pas d'être pour. Mais ils connaissent le truc. Et quand on connaît, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus facile de parler, beaucoup plus facile de discuter. Et on a même des responsables politiques qui, pour certains, jouent, pour beaucoup jouent maintenant, parfois à l'Assemblée. Moi, j'avais un sénateur communiste qui me disait il me donnait des noms de gens je ne donnerai pas les noms ici, mais qui me donnait des noms de gens qui jouaient dans l'hémicycle Mais non. à des jeux vidéo. Je ne donnerai pas de nom. Ils faisaient un petit clash royal pendant que ça votait des lois. Alors, peut-être pas un clash royal, mais c'est peut-être un peu plus casu encore. Encore, ok. Mais voilà. Et alors, on a aussi des responsables politiques qui connaissent, qui jouent. Et alors, notamment, c'est vrai qu'on en a un qui est assez. Enfin, il y en a un en France. Alors, il y en a plusieurs aujourd'hui qui défendent le jeu vidéo. Il y en a un qui est assez emblématique, qui est élu à Cholet, qui s'appelle Denis Masseglia, par exemple, et Bien qui est sûr. un petit peu en pointe là-dessus. Mais d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que donc, il est député de Cholet. Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a d'entreprises de jeux vidéo à Cholet? J'imagine 0. Bonne réponse, 0. Donc, c'est pas du tout. C'est pas comme ça qu'il va se faire réélire. C'est ça que je veux dire. Ok. C'est juste des gens qui se disent. Heureusement, il y a une majorité des députés sont comme ça, bien sûr, mais se disent voilà, l'intérêt national passe entre autres par les jeux vidéo, de façon minoritaire. Évidemment. Il y a d'autres choses. L'agriculture, c'est très important. Je ne dirais pas que l'agriculture, c'est moins important que le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, ça fait partie des industries. Ça fait partie. Aujourd'hui, c'est le premier loisir des Français et des Françaises. Tout simplement. Oui, donc c'est quelque chose Voilà. qu'il faut accompagner, qu'il faut aider. Voilà. Et au même titre que l'agriculture, il faut aider aussi cette industrie. Justement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle sur les derniers mois. On a vu Google qui a présenté un outil qui permet de créer carrément un monde qu'on peut tester en temps réel. Est-ce que l'industrie du jeu vidéo, elle est touchée par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est menacée par l'intelligence artificielle? Est-ce que ça provoque des licenciements? Alors c'est intéressant, mais c'est vrai que le jeu vidéo, en plus, a toujours une histoire très très forte avec l'IA, parce que, et l'IA, et c'est réciproque, par exemple, l'IA, si on enlève ces 3 dernières années avec ChatGPT, etc., quand les gens entendaient parler de l'IA, c'était en général en lien avec des jeux. Par exemple, Deep Blue qui bat Kasparov, Oui. c'est du jeu. C'était vraiment ça l'idée, c'était de faire jouer. Ou des trucs tout les bêtes, agents. on joue à FIFA, les autres joueurs qu'on contrôle sur le terrain sont faits par l'intelligence artificielle, par exemple. Tout à fait. Et c'est vrai. Et alors, si jamais ils sont pas assez bien, si jamais l'IA est pas assez forte, c'est embêtant. Si elle est trop forte, c'est embêtant aussi. Donc Oui. il y a tout un dosage qui est pas évident. Après, donc l'IA aujourd'hui, ça touche tous les secteurs, et donc le jeu vidéo est touché aussi. Et notamment, c'est vrai que dans les outils de tous les jours, on utilise de l'IA.
alors c'est pas nouveau, je veux dire, quand on détourne sous Photoshop, quand on détourne un truc sous Photoshop, il y a de l'IA dedans depuis longtemps. Alors, c'est pas de l'IA générative, c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est être aidé par des outils, c'est quelque chose on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. On l'a Ouais. toujours fait. Aujourd'hui, alors c'est vrai que moi je suis développeur, c'est mon métier de base globalement. C'est vrai que quand je code en ce moment, j'ai toujours Copilot. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est vrai que sous Visual Studio Code, on a tous maintenant de l'IA qu'on utilise soit pour nous aider, soit pour nous challenger. Donc ça, c'est quelque chose c'est un outil. Pour moi, c'est vraiment se dire, voilà, ce sont des outils qui vont nous permettre de travailler mieux et travailler plus vite, de façon plus efficace, de gagner de la productivité. Est-ce que ça provoque des licenciements? Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui, premier degré, pensent et disent on va avoir besoin de moins de gens pour faire des jeux grâce à l'IA. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que là, à l'instant T, au présent aujourd'hui, enfin, à ma connaissance, en tout cas en France, j'ai pas vu de gens remplacés par de l'IA. Ça, c'est pas vrai, c'est un mythe, ou bien c'est un mensonge parfois. Parfois, il y a des gens qui, c'est plus vrai aux États-Unis, qui se disent que quand ils virent des gens, autant dire qu'ils les virent pour les remplacer par des IA, ça marche mieux. Il y a eu des entreprises qui effectivement ont fait ça, puis après on fait marche arrière piteusement 2 ou 3 mois plus tard. Bon, c'est ridicule. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est ridicule, mais en tout cas, ça n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Après, la question c'est, qu'en est-il dans le futur? Alors déjà, autant c'est très facile de prédire le passé ou de prédire le présent, prédire le futur, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, ouais. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Moi, j'y crois pas du tout, personnellement. D'autres gens très bien, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, pensent le contraire. Donc, Non, mais toi, tu es ça bien n'est que mon placé parce que tu es opinion. développeur à la base quand même. Je suis développeur à la base, je dirige des studios, et c'est vrai que je vois pas mal de gens qui dirigent des studios, qui travaillent dans des studios, et moi, je vois pas du tout comment est-ce que l'IA pourrait remplacer quiconque. Alors, c'est un gain, quand on parle de gain de productivité, ça veut dire qu'on travaille plus efficacement. Donc, on peut se dire, les gains de productivité, du coup, on aura besoin de moins de gens. Bon, donc mathématiquement, il dit oui, du coup, ça a un impact sur le nombre de personnes. Mais on a déjà connu ce genre de choses. Par exemple, quand on a, par exemple, dans l'animation, quand on est passé à la 3D, la 3D, ça permet de gagner en productivité de façon extraordinaire. Vous n'avez plus à faire les trucs image par image, vous pouvez réutiliser des assets, les bouger, c'est beaucoup plus simple. Dans les années 90, le premier succès, le renouveau de Disney, c'était Le Roi Lion. Donc c'était de l'image classique, etc. Il y avait à peu près 200 personnes qui travaillaient dans le studio, qui ont travaillé sur ce truc-là. Quelques années après, on a Toy Story, donc c'est pas Disney, c'est DreamWorks, je crois. C'est Pixar. Pixar, pardon, Pixar. Donc très grand succès de Pixar, très grand succès de la 3D, parce que c'est... Donc on peut se dire, du coup, ils l'ont fait avec moins de personnes. Il y avait 300 personnes qui ont travaillé dessus. Ah oui, donc rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que vous faites des gains de productivité, sauf que ces gains de productivité, la question c'est où est-ce qu'ils vont, ces gains de productivité? Ils peuvent aller vers les actionnaires, ils peuvent aller vers les salariés, ils peuvent aller, ou la masse salariale, ils peuvent aller vers les clients. Ouais. Pour améliorer le produit. Évidemment. Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai un studio qui se dise avec l'IA, c'est formidable, on va pouvoir faire des trucs pas terribles, mais beaucoup moins chers. On va pouvoir faire un clair-obscur avec des graphismes pas ouf, une histoire et de la musique tout juste potable. Mais pour beaucoup moins cher. C'est pas 6,5 millions, je vais le faire pour 1 million. Très bien, ça sera moins cher, mais ça va pas se vendre. Parce qu'à côté, vous allez avoir des jeux de meilleure qualité. Donc, vous allez être en concurrence avec des gens qui feront des trucs mieux. Donc, voilà. Donc, alors, évidemment, certains pourraient dire, oui, mais demain, l'IA générative sera bien meilleure et de la musique générée par IA fera mieux que le rien testar. Chiche, voyons, attendons de voir. Moi, j'y crois pas. Ok. Justement, pour quelqu'un qui nous regarde là, qui est plutôt jeune, qui a envie de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, c'est quoi les conseils que tu lui donnes? Parce que là, ton parcours, il fait rêver quand même. Tu as été développeur, tu as fait plusieurs studios, plusieurs jeux. Là, aujourd'hui, en 2026, c'est quoi les conseils que tu donnes à un jeune qui veut travailler dans le jeu vidéo? Alors, ça dépend de son profil, évidemment. Si c'est un profil plutôt artiste, plutôt développeur. De façon générale, je pense que les développeurs ont plus de chance. C'est plus facile. La vie de développeur est plus facile que celle d'artiste, par exemple, ou de game designer, très clairement. Voilà. Donc, pour un développeur, l'idée, c'est vraiment de ne pas se dire qu'on va faire du vibe coding et qu'on va maintenant Alors, vibe coding, on explique quand même, c'est
avec les intelligences artificielles, on fait du codage, c'est ça, facilement? Alors, je crois que la vraie définition du vibe coding, c'est effectivement, on dit à l'IA ce qu'il faut faire. Après, on lui dit, voilà, et puis je voudrais telle fonctionnalité en plus, tel truc, etc. On est émerveillé parce que l'IA arrive à faire un truc formidable, jusqu'au moment où le truc ne marche plus, qu'on regarde tout le capot et qu'on s'aperçoit que c'est fait de façon complètement à chier, quoi. Ouais. Bon, bref, c'est ma définition personnelle, on va dire. C'est pas exactement celle que qu'en donnent d'autres. Bon, bref. Ben, cela étant, moi, je considère que c'est un outil formidable, hein, l'IA. Je veux pas avoir l'impression d'être dans l'extrême inverse. Mais voilà, aujourd'hui, on aura besoin de gens pour expliquer à la machine quoi faire. Bah, ça s'appelle un développeur. Ok. En revanche, c'est vrai que l'exercice du métier de développeur va peut-être changer un petit peu. Mais il a déjà beaucoup changé. Dans les années 90, je me rappelle quand j'étais gamin, à un moment donné, j'ai programmé un petit programme pour programmer le coprocesseur arithmétique d'un processeur. Bon, c'est un truc, ça marche avec un système de piles. C'était très rigolo. Mais déjà, à l'époque, c'était has-been. C'est que franchement, ça n'a plus aucun intérêt de programmer comme ça, en langage machine, etc. Bon, c'est un truc qu'on a perdu. C'est un peu dommage. On peut se dire, bah, tiens, j'aimais bien, je préférais le boulot quand c'était avant, qu'il y avait le Oui, langage machine, mais etc. ça a changé. Et ça a changé. Et du coup, on fait moins de trucs en langage machine. Mais du coup, on a plus de temps. Et la valeur, on peut la mettre plus dans l'expérience utilisateur, dans des trucs comme ça. Et on peut tout à fait entendre des gens qui disent, mais je préférais le métier d'avant. Donc voilà. En tout cas, un programmeur aujourd'hui, il doit se maintenir éveillé, voir avec un regard critique à quoi doivent servir les différents outils et embrasser ces outils quand même. Voilà. Et je pense que voilà, et si en plus il a la passion du jeu vidéo, je pense qu'il peut tout à fait travailler là-dedans. Et quoi qu'il arrive, ça a toujours été le cas. Il a toujours fallu pour un programmeur se tenir au courant des différents langages informatiques, des différentes innovations, Tout à des fait. différents moteurs de jeu qui émergent pour s'adapter, quoi. Et maintenant, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai aussi pour les artistes. Alors, encore une fois, ça fait un moment que c'est vrai. C'est-à-dire quand vous utilisez Photoshop ou si vous êtes tech art sur Unreal ou autre, bah, de loin, quelqu'un qui vous regarde et dit, mais là, tu es dev, là, tu es en train de développer des trucs. Là, il y a des mots-clés partout, c'est très compliqué. Donc, mais voilà, je me rappelle, j'avais rencontré un graphiste dans les années 90, moi j'étais gamin, et un graphiste qui me disait qu'il avait horreur de la face, que pour lui, le vrai graphisme, c'était avec un pinceau ou un pastel, machin, et on travaillait sur papier. C'était ça, le vrai artiste. Ouais, Et que aujourd'hui, les infographistes, c'était pas le même métier. ça a changé, hein. Ça a changé. Après, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'était mieux avant, j'en sais rien. Bon, mais le fait est que ça a changé. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est en train de changer. Et les artistes sont de plus en plus sujets à... Enfin, ils doivent dialoguer avec avec des techniciens, avec des programmeurs, avec des game designers. Donc, ils doivent avoir un rôle qui est de plus en plus pluridisciplinaire. Donc, le métier d'artiste, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu es en train de dire, en fait, voilà, le métier est en train d'évoluer. L'IA va pas remplacer les gens, bien au contraire. Mais par contre, que ça soit du développement informatique, du codage et tout, même avec l'IA, il faut avoir la logique d'un développeur, la logique d'un programmeur, d'un graphiste pour pouvoir faire le travail qui est demandé. C'est ça? Ouais, en tout cas, c'est mon opinion. Après, voilà, on peut avoir une opinion différente. D'autres pensent que ça va évoluer différemment. On verra bien. Moi, je pense qu'il y aura plus de gens dans le secteur, du jeu vidéo, dans 5 ans. Donc, c'est une prédiction que je fais. Je me mouille qu'il y en a aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas avoir moins de gens, on en aura même plus. Bon, on verra bien qui aura raison dans 5 ans. Bah, justement, c'était ma dernière question. Si on se revoit dans 10 ans, on refait l'interview. Qu'est-ce que Cheveux blancs tu en plus. aimerais qui ait changé dans le jeu vidéo français pour que tu sois fier de Ah, l'industrie? oh, bah, vous savez, c'est un peu comme si tu disais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois fier de ton fils dans 10 ans. Bah, je pense que je serais fier de mon fils dans 10 ans, il n'y a pas de raison. Ou de ma fille. Mais dans le jeu, comment est-ce que le jeu vidéo pourrait évoluer en bien, et notamment en France? Moi, je pense que... là, c'est une très bonne question. J'essaie de dodge le truc, mais j'y arrive pas. Euh, c'est une question très intéressante. Comment est-ce qu'on voit le truc? Moi, déjà, ce que j'aimerais, c'est que on ait une compréhension collective des enjeux du jeu vidéo. Collectif, c'est-à-dire toute la nation, et pas juste les geeks comme nous ou les amateurs de pop culture, mais quelque chose qu'on remette cette forme artistique au cœur. Moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que le jeu vidéo sera au XXIe siècle, ce que le cinéma était au XXe. C'est-à-dire c'est non seulement un genre qui va employer de plus en plus de gens, créer de plus en plus de valeur, mais aussi une forme artistique qui va nous tendre un miroir quelque part. Et on va se dire, bah, tiens, notre histoire, donc l'histoire de la France, l'histoire de l'humanité, nos histoires personnelles, elles se reflètent un peu dans le jeu vidéo. Ça nous parle, c'est quelque chose qui nous touche. Moi, ce que je voudrais, c'est que le jeu vidéo, dans 10 ans, on puisse dire qu'on ait plein de personnes, y compris des gens, pas forcément des gens amateurs de technologie, qui puissent se dire, tiens, ça m'a touché ce jeu vidéo.
comme très souvent les gens peuvent le dire d'un film ou d'une série télé ou d'un roman. Et ah ben ça, ce roman, ça m'a touché. J'aimerais avoir plus de gens qui puissent nous dire, voilà, ce jeu vidéo, ça m'a touché. Comme moi, je peux dire, par exemple, bah, j'ai joué à Clair Obscur, ça m'a touché. Il y a eu un truc. Ouais. Voilà. Plus d'émotion. Plus d'émotion, plus de vie, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas assez, ça veut dire aussi que je voudrais que le public évolue pour avoir envie de ça et être ouvert à ça aussi. Bah, merci beaucoup pour cette interview, Merci à toi. Levan. C'était hyper intéressant. On rappelle, il y a les Pégases du jeu vidéo. C'est les récompenses pour le meilleur du jeu vidéo français de 2025. Ça sera diffusé le jeudi 5 mars. Donc, c'est à la Cigale, mais ça sera diffusé sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne. Tout à fait. On l'embrasse d'ailleurs, Samuel. Il est invité quand il veut ici, tant qu'il y aura du Wi-Fi. Il peut venir. Et on rappelle, bah, voilà, dans le meilleur jeu vidéo de l'année, bah, vous avez Absolum, Clair Obscur, bien entendu, The Rogue et Prince of Persia, qui est 3 très bons jeux, mais il y a aussi d'autres catégories. Et merci beaucoup. Bah, du coup, je viendrai à la Cigale, moi, Ah bah très bien. jeudi. Merci Super. beaucoup pour ce podcast. C'était hyper intéressant. Merci à tous pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, booster la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine émission de Tant qu'il y aura du Wi-Fi. Ciao.